Là, maintenant, je termine avec trouver la règle à partir d'un problème écrit. Donc, on a un premier problème, je vous en montre deux. Donc, à partir de ce premier problème-là, le voici, on nous dit que le centre de rotation des aiguilles d'une horloge grand-père est situé à 120 cm du sol. La petite aiguille mesure 11 cm, détermine la règle d'une fonction sinusoïdale, donc c'est soit un sin, soit un cos. On verra selon ce qu'on va représenter graphiquement cette affaire-là, et qui va permettre de calculer la hauteur de la pointe de la petite aiguille par rapport au sol en fonction du temps, en heures, si les aiguilles marquent 3 heures au début de l'expérience. OK. Donc là-dedans, je mets en relation deux variables. Donc, je vais identifier mes variables. X, c'est le temps écoulé en heures depuis le début de l'expérience. Mon expérience débute lorsque la petite aiguille est vis-à-vis 3. Oui, j'ai commencé à 3 heures, mais je veux voir l'évolution à partir du moment où l'aiguille est vis-à-vis à 3 heures. Donc, je vais partir de ce moment-là. Le Y, ben, c'est la hauteur qui va varier, la hauteur du bout de la petite aiguille par rapport au sol. C'est ces deux variables-là que je vais mettre en relation. Donc, si on parle d'une horloge grand-père, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dessiner l'horloge grand-père. Donc, voici l'horloge grand-père. Bon, je ne suis pas encore grand-père, mais ça viendra un jour. Je suis à l'âge pour l'être, mais je ne le suis pas encore. Mais bon, d'accord. Petit humour. Donc, l'horloge grand-père. OK? Bon, tu fais juste un rond. Dans le fond, c'est le cercle qui est important. Bon, si tu veux que je t'envoie ma photo pour le mettre dans ton exemple à toi, dans tes dessins à toi, ça me fera plaisir de t'envoyer ma photo. Mais les exemples, ce n'est pas toujours des horloges grand-père, évidemment. Donc, j'ai mon horloge grand-père qui est à 120 cm du sol. Fait que je me trace une ligne, je marque que c'est le sol. Donc, le centre de rotation, c'est ici, hein? Du centre au sol, j'ai 120 cm. Donc, je me suis fait une ligne horizontale et j'ai marqué que ça ici, c'est la mesure de 120 en tout, du sol jusqu'à la mesure du centre de l'horloge. Ensuite, ben, j'ai une petite aiguille qui mesure 11 cm de longueur. Donc, je l'indique dans mon horloge, 11 cm. Là, donc, il est situé à 3 heures. C'est ce que j'ai comme information. Il va falloir que tu observes, dans le fond, qu'est-ce qui va se produire là-dedans. Mais c'est que la petite aiguille, elle va tourner. Elle va tourner dans le sens horaire, évidemment. Donc, dans le sens horaire, dans le sens des aiguilles d'une montre, on est dans une horloge. Donc, ça va tourner dans ce sens-là. Donc, ce qui veut dire que 3 heures plus tard, ma petite aiguille va se retrouver à 6. 3 heures plus tard, ça veut dire quoi? Que si ma petite aiguille se retrouve à 6, ça va être mon point le plus bas. Ma petite aiguille va atteindre 6, ça veut dire que je vais atteindre un minimum. Puis mon minimum, qu'est-ce que je fais pour le trouver? Mais en fait, je me sers du 120 cm qui est le centre, j'enlève 11 parce que 120 est plus grand que le minimum. Donc 120 moins 11, ça me donne un minimum de 109. Donc, j'ai trouvé le minimum. Je continue, mon aiguille continue à tourner, donc elle revient au centre, elle est à une hauteur de 120. Ensuite, 3 heures plus tard, elle se retrouve à midi ou minuit. Donc à ce moment-là, je vais atteindre mon maximum. Donc je me fais un trait horizontal, je marque maximum, puis là je fais le calcul pour trouver mon maximum. Donc mon centre est à 120, j'ajoute 11, donc 120 plus 11 qui fait 131 pour trouver mon maximum. Donc, avec ça, dans le fond, ce que tu remarques, on a le minimum, on a le maximum, on a le centre. Le centre, je pense que, si tu réfléchis un peu, qu'est-ce qui est au centre du minimum et du maximum? C'est le cas. OK, donc allons-y. Première étape. Même chose que pour les exemples précédents. Donc, je vais d'abord trouver l'amplitude. Ça va me permettre de trouver le paramètre A parce que là, je cherche la règle d'une fonction sinusoïdale, soit le sin, soit le cos. Donc, l'amplitude, qui est le paramètre A, je vais le trouver en utilisant le max moins le minimum divisé par 2. Donc, le max, il vaut 131. Le minimum, il vaut 109. Je soustrais, je divise par 2. Ça me donne une amplitude de 11. Mais en fait,
L'amplitude, c'est finalement la longueur de la petite aiguille. Donc, en fait, c'est le rayon du cercle tracé à l'intérieur de mon horloge. OK? Donc, l'amplitude va correspondre au rayon d'un cercle. Donc, mon A vaut 11. Je ne sais pas si c'est positif ou négatif. On déterminera selon les 4 petits dessins si on choisit un cos ou un sin. Donc, après ça, à partir de ça, ben, je peux trouver le K. Ben, le K, il est ici, mais le K, on peut aussi le calculer en faisant max plus minimum pour trouver le milieu entre le max et le min. Donc, je fais 131 plus 109, ça fait 240, divisé par 2, ça fait 120. Donc, mon K vaut 120. OK, étape 3. L'étape 3, c'est j'ai besoin de trouver la période. Et la période, dans le fond, c'est lorsque je fais un tour complet. Donc, quand ma petite aiguille tourne et fait un tour complet, un peu comme si c'était dans le cercle trigonométrique. Donc, un tour complet va me donner la période. Donc, je vais calculer combien ça prend de temps pour faire un tour complet. Si je pars de 3 heures, je fais un tour complet, ça veut dire que ça prend 12 heures. Donc, ça veut dire que ma période ici, elle est de 12 heures. 12. Avec ça, ma période, je vais être capable de trouver le paramètre B. Donc, sachant que la période, c'est 2π sur B, je vais trouver le paramètre B. Donc, 12 égale 2π sur B. Donc, le 12, je le mets sur 1, je fais un produit croisé. Donc, 1 fois 2π divisé par 12. 1 fois 2π, 2π divisé par 12, donc 2π sur 12. Et 2π sur 12, ça se simplifie, ça me donne π sur 6. Donc, mon B vaut π sur 6. J'ai le paramètre A, paramètre B, paramètre K. Il me manquerait le H. Comment on va faire pour le trouver? Ben, encore une fois, tu regardes tes 4 esquisses, puis tu dis ma situation correspond auquel des 4. Donc, en fait, regarde bien. Mon point de départ, c'est ma petite aiguille. On nous dit qu'elle a débuté à 3 heures. Donc, ça veut dire que je suis vis-à-vis 120. Je pars du centre. Qu'est-ce que je fais? Mon aiguille s'en va vers le minimum, remonte, remonte et redescend. Donc, si je pars du centre, ça veut dire que j'élimine le cos. Je ne pars pas d'en haut, je ne pars pas d'en bas, je pars du centre. Je pars du centre et je descends. Donc, c'est ici si je pars du centre et je monte, c'est pas celui-là. Donc, finalement, c'est cette courbe-là. Donc, si j'analyse les 4, mais je vais en avoir qu'un seul choix selon la situation. Donc ici, c'est ce motif-là qui représente ma situation de l'horloge grand-père. Donc, ce qui veut dire que je vais prendre la fonction sinus avec A et B de signes contraires. Donc, c'est ce motif-là que j'ai choisi. Donc, à partir de ce motif-là, je vais pouvoir rajouter, comme dans les autres exemples d'avant, rajouter les valeurs qui me manquent pour m'aider à tracer le graphique, mais ici pour m'aider à trouver les paramètres. Donc, mon maximum, c'est 131, mon minimum, c'est 109, mon K est égal à 120, donc il est au centre, hein, on voit le lien avec ce dessin-là. Et mon point de départ, ça va me donner mon paramètre H. Mais mon expérience commence quand? Bon, elle commence à 3 heures. Mais dans le fond, moi, c'est pas à 3 heures qui m'intéresse de savoir. C'est au début de l'expérience, je fais l'observation que la pointe de mon aiguille est à 3 heures. Donc, le début d'une observation va se faire au temps 0. C'est ça qui est particulier. Donc, ici, c'est au temps 0, même si je sais que ça débute à 3 heures, parce qu'après ça, je fais tourner mon aiguille, puis à partir de ce moment-là, je veux voir l'évolution. Donc, je veux voir l'évolution, donc à partir du temps 0, le début de mon observation. Puis après ça, ben, elle va atteindre le minimum au bout de 3 heures, revient au centre à 6, 9 heures plus tard est rendue au maximum, 12 heures plus tard est revenue à son point de départ, puis là, je pourrais poursuivre ici comme ça jusqu'à l'infini. Donc, j'ai mes 4 paramètres
Il faut absolument que mon A et mon B soient de signe contraire. Donc, j'inscris dans ma règle le A qui vaut 11, mais je veux avoir de signe contraire. Fait que si je veux de signe contraire, ça veut dire que si lui, je le mets négatif, mon B va être positif. Hein, le B, c'est pi sur 6. X moins 0, ben, X moins 0, je ne l'écris pas, moins 0, donc j'écris juste X plus le K qui vaut 120. Sinon, deuxième possibilité, soit mon A est positif, mais le B est négatif, toujours avec le X moins 0 plus 120. Donc voilà pour comment trouver la règle du problème numéro 1. Puis, à la limite, je pourrais vous demander, ben, trace-moi le graphique de la fonction sinusoïdale. Ben, tu te servirais de ça, puis tu tracerais le graphique à partir du temps zéro jusqu'à une certaine quantité, là, pas jusqu'à l'infini, parce que ça serait longtemps. OK, je serais prêt à vous présenter le problème numéro 2. Donc ici, c'est un autre problème. En fait, ces problèmes-là, ça va toujours faire référence à un cercle. On va parler d'une horloge, d'une roue, d'une grande roue, donc quelque chose de circulaire. Donc la roue d'une bicyclette d'enfant mesure 48 cm de diamètre. Donc on peut tracer déjà la roue. Oh, ici, ouais, j'ai voulu aller trop vite. Donc, je reviens. Je vais lire le problème. Pour tester la solidité du pneu, Gilles installe la roue arrière à 1 mètre du sol et il la fait tourner à une vitesse de 36 tours par minute dans le sens horaire. Au début de l'expérience, Gilles place un collant bleu sur le point le plus bas du pneu. Détermine la règle d'une fonction sinusoïdale, donc soit sin, soit cos, qui permet de calculer la hauteur en centimètres, donc ça va être le Y, du collant bleu par rapport au sol en fonction du temps écoulé en secondes. Donc ça, ce sera le X, si Gilles fait tourner la roue à une vitesse constante dès le départ. Donc évidemment, il faut que ça tourne de façon constante, parce que si tu fais varier la vitesse, ça va faire varier la courbe. Donc ici, Gilles, c'est un perfectionniste, il fait tourner la courbe de façon constante. Donc mon X est mon temps écoulé, on identifie nos variables, le temps écoulé en secondes, depuis le début de l'expérience, et la hauteur en centimètres du collant bleu par rapport au sol. Donc voici la roue d'enfant. Puis ça, c'est moi quand j'étais enfant, j'avais 4 ou 5 ans. Hein, c'est joli, hein? J'étais joli à l'époque. Que veux-tu, en vieillissant, des fois, il y a des affaires qui se gâtent, mais bon, OK. J'étais enfant, j'étais mignon, mignon comme tout. Ah, ben là, on ne prendra pas ça. On va prendre plutôt, donc, hein, la roue, roue de bicyclette, c'est un cercle. Donc, je trace un cercle qui a 48 cm de diamètre. Donc, je trace le diamètre. On nous dit que Gilles installe la roue arrière à 1 mètre du sol. Donc, si la roue est à 1 mètre du sol, ça veut dire que la base du pneu est à 1 mètre du sol. Donc, la base du pneu à 1 mètre du sol, mais on n'oublie pas que la hauteur, on la travaille en centimètres. Donc, mon 1 mètre, je l'ai transformé en centimètres. Hein. C'est important de travailler avec les bonnes unités de mesure. Donc, ma roue est située à 1 mètre du sol. Je la tourne dans le sens horaire, c'est ce qu'on me disait dans le problème. Il a mis le petit collant bleu au point le plus bas du pneu, donc il est en bas complètement. Puis là, je vais faire tourner tout ça. Et donc, ce qui va me permettre de trouver mon maximum. Je connais mon minimum, je vais être capable de trouver le maximum. En fait, mon minimum, je vais ajouter ici le diamètre du cercle, qui est 48. Donc là, le diamètre est horizontal, mais c'est la même valeur pour vertical. Donc, mon 100 plus 48 va me donner mon maximum. J'ai le min, j'ai le max, avec ça, on va être bon pour trouver l'amplitude. Donc, c'est ce que je fais en un premier temps. Je trouve l'amplitude qui va me permettre de trouver le paramètre A. Donc, 148 moins 100 divisé par 2 qui me donne une amplitude de 24. Encore une fois, tout à l'heure, j'ai dit l'amplitude, ça correspond au rayon du cercle de la situation qu'on représente dans les problèmes écrits. Donc, le rayon, hein, c'est 24, c'est l'amplitude, c'est la moitié du diamètre.
Donc, mon A vaut 24. On ne sait pas si c'est positif ou négatif. On verra plus tard. 2, je trouve mon K. Le K, c'est au centre du minimum et du maximum. Donc, j'additionne ces deux valeurs-là. Max plus min divisé par 2. 148 plus 100 divisé par 2. Ça fait 248, donc 124 pour la moitié. Donc ça veut dire qu'ici, mon centre du cercle est à une hauteur de 124 cm. Donc ça va me donner mon K. J'ai le A, j'ai le K. La période, donc c'est le temps pour faire un tour complet. Dans une situation de problème, c'est toujours ça. La période, tu dis, dans ma situation, combien ça prend de temps pour faire un tour complet? Ici, on me dit que c'est 36 tours par minute. Mon temps, c'est en secondes. Donc, ce que je vais me faire un petit tableau pour dire, OK, 36 tours en 60 secondes, qui est une minute. Un tour, ça prend combien? Donc, une petite règle de 3, je fais 1 fois 60 divisé par 36. Ça me donne 1,6 périodique, mais vous savez, vous connaissez mon TOC. Donc, les nombres à virgule en maths, c'est moins intéressant. Donc, je vais l'exprimer sous forme d'une belle fraction. 1,6666666. Si tu pitonnes mathfrac sur ta calculatrice, puis tu vas obtenir la belle fraction 5 tiers. Donc, voilà. Donc, un tour complet, ça prend 5 tiers de seconde. Donc, 1,666 secondes. Donc, ça, c'est ma période. Ma période, c'est le temps que ça prend pour faire un tour complet. Donc, avec ma période de pi sur b, je vais être capable de trouver mon b. Donc, 5 tiers égale 2 pi sur b. Donc là, j'ai déjà fraction égale fraction. Fait que là, je veux trouver le b. Donc, je vais faire un beau produit croisé. Je vais faire 3 fois 2 pi, 6 pi divisé par 5. Donc, ça veut dire que le b donne 6 pi divisé par 5. Puis là, ici, 6 sur 5, ça ne simplifiait pas. Fait que je le laisse comme ça. J'ai le A, le B, le K. Hein, ça avance bien mon affaire. Quatrième étape, c'est toujours à partir de mon tableau. Je regarde ma situation. Ici, ce qui varie, c'est le collant bleu. Le collant bleu, qu'est-ce qu'il fait? Il part du minimum, il monte, il descend, il descend. Donc, je pars du minimum. Ça ici, j'élimine donc les signes. Le cos ici, il commence au maximum, donc c'est pas lui. Donc, ça va être ce graphique-là que je vais utiliser. Donc, c'est clair que c'est un cos, parce que je commence par un minimum. À la limite, si j'avais mis mon collant bleu en haut, j'aurais pris celui-là. Mais là, je commence avec un minimum. Donc, si on suit, hein, ça monte, ça descend, ça descend. Regardez, c'est ici. Minimum, ça monte, ça descend, ça descend. Donc, c'est ce graphique-là. Donc, ce qui veut dire que ma règle, il faut absolument que ce soit un cos, parce que c'est ce motif-là. Mon A devra être négatif à ce moment-là. Donc, je me sers de cette courbe-là. Il me manque mon paramètre H, mais n'oubliez pas que le paramètre HK va se situer ici. Ce n'est pas un point du cercle, pas du cercle, mais de la fonction cos. Donc, mon HK est ici. Donc, ici, j'ai mon max, j'ai mon min, j'ai mon K, ce point-là ici, qui va être mon H, mon début de mon expérience, mais je commence. Le début de l'expérience, c'est souvent le temps zéro, donc mon H vaut 0. Donc, je sais mon H maintenant qui vaut 0. J'ai mes 4 paramètres, le A négatif, donc je commence, c'est important, dans ma règle, mon A qui vaut 24 doit être négatif. Le B, on s'en fout. Tant que le A est négatif, donc ça peut être le B positif ou le B négatif, ça, c'est pas grave. Après ça, X moins 0, le moins 0 que je n'écris pas, et le K qui est ici, donc 124, donc plus 124, plus 124. Donc voilà, c'est comme ça qu'on trouve la règle d'une fonction sinusoïdale. Donc à partir d'un graphique ou à partir d'un problème, hein, c'est toujours d'abord de trouver l'amplitude, trouver le K, trouver la période, et après ça, choisir le bon motif pour trouver la règle. Donc, suis la recette et tu n'auras pas de problème pour trouver la règle d'une fonction sinusoïdale. Bye bye!